La petite Fadette, un roman de George Sand. Chapitre 18. Landry fut, je ne sais comment, émotionné de la manière dont la petite Fadette parlait humblement et tranquillement de sa laideur. Et se remémorant sa figure, qu'il ne voyait guère dans l'obscurité de la carrière, il lui dit, sans songer à la flatter. « Mais Fadette, tu n'es pas si vilaine que tu le crois, ou que tu veux bien le dire. Il y en a de bien plus déplaisantes que toi, à qui l'on n'en a pas fait reproche. » Que je le sois un peu de plus, un peu de moins, tu ne peux pas dire, Landry, que je suis une jolie fille. Voyons, ne cherche pas à me consoler, car je n'en ai pas de chagrin. Dame, qu'est-ce qui sait comment tu serais si tu étais habillée et coiffée comme les autres? Il y a une chose que tout le monde dit, c'est que si tu n'avais pas le nez si court, la bouche si grande et la peau si noire, tu ne serais point mal. Car on dit aussi que dans tout le pays d'ici, il n'y a pas une paire d'yeux comme les tiens. Et si tu n'avais point le regard si hardi et si moqueur, on aimerait à être bien vu de ces yeux-là. Landry parlait de la sorte sans trop se rendre compte de ce qu'il disait. Il se trouvait en train de se rappeler les défauts et les qualités de la petite Fadette, et pour la première fois, il y donnait une attention et un intérêt dont il ne se serait pas cru capable un moment plus tôt. Elle y prit garde, mais n'en fit rien paraître, ayant trop d'esprit pour prendre la chose au sérieux. « Mes yeux voient en bien ce qui est bon, dit-elle, et en pitié ce qui ne l'est pas. Aussi, je me console bien de déplaire à qui ne me plaît point, et je ne conçois guère pourquoi toutes ces belles filles que je vois courtiser sont coquettes avec tout le monde, comme si tout le monde était de leur goût. Pour moi, si j'étais belle, je ne voudrais le paraître et me rendre aimable qu'à celui qui me conviendrait. » Landry pensa à la Madelon, mais la petite Fadette ne le laissa pas sur cette idée-là. Elle continua de parler comme s'ensuit. « Voilà donc, Landry, tout mon tort envers les autres. C'est de ne point chercher à quêter leur pitié ou leur indulgence pour ma laideur. C'est de me montrer à eux sans aucun attifage pour la déguiser. Et cela les offense et leur fait oublier que je leur ai fait souvent du bien, jamais de mal. D'un autre côté, quand même, j'aurai soin de ma personne. Où prendrais-je de quoi me faire brave? Ai-je jamais mendié? Quoique je n'ai pas à moi un sou vaillant. Ma grand-mère me donne-t-elle la moindre chose, si ce n'est la retirance et le manger? Et si je ne sais point tirer parti des pauvres hardes que ma pauvre mère m'a laissées, est-ce ma faute, puisque personne ne me l'a enseigné, et que depuis l'âge de 10 ans je suis abandonnée sans amour ni merci de personne? Je sais bien le reproche qu'on me fait, et tu as eu la charité de me l'épargner. On dit que j'ai 16 ans, et que je pourrais bien me louer, qu'alors j'aurais des gages et le moyen de m'entretenir, mais que l'amour de la paresse et du vagabondage me retient auprès de ma grand-mère, qui ne m'aime pourtant guère et qui a bien le moyen de prendre une servante. »« Eh bien, Fadette, n'est-ce point la vérité ?» dit Landry. « On te reproche de ne pas aimer l'ouvrage, et ta grand-mère elle-même dit à qui veut l'entendre qu'elle aurait du profit à prendre une domestique à ta place. » Ma grand-mère dit cela parce qu'elle aime à gronder et à se plaindre. Et pourtant, quand je parle de la quitter, elle me retient, parce qu'elle sait que je lui suis plus utile qu'elle ne veut le dire. Elle n'a plus ses yeux ni ses jambes de 15 ans pour trouver les herbes dont elle fait ses breuvages et ses poudres. Et il y en a qu'il faut aller chercher bien loin, et dans des endroits bien difficiles. D'ailleurs, je te l'ai dit, je trouve moi-même aux herbes des vertus qu'elle ne leur connaît pas. Et elle est bien étonnée quand je fais des drogues dont elle voit ensuite le bon effet. Quant à nos bêtes, elles sont si belles qu'on est tous surpris de voir un pareil troupeau à des gens qui n'ont pas de pacage autre que le communal. Eh bien, ma grand-mère sait à qui elle doit des ouailles en si bonne laine et des chèvres en si bon lait. Va, elle n'a point envie que je la quitte, et je lui vaux plus gros que je ne lui coûte. Moi j'aime ma grand-mère, encore qu'elle me rudoie et me prive beaucoup. Mais j'ai une autre raison de ne pas la quitter, et je te la dirai, si tu veux, Landry. »« Eh bien, dis-la donc, » répondit Landry, qui ne se fatiguait point d'écouter la Fadette. « C'est, dit-elle, que ma mère m'a laissé sur les bras, alors que je n'avais encore que 10 ans, un pauvre enfant bien laid, aussi laid que moi et encore plus disgracié, pour ce qu'il était clopé de naissance, chétif, maladif, crochu,
et toujours en chagrin et en malice parce qu'il est toujours en souffrance, le pauvre gars. Et tout le monde le tracasse, le repousse et l'avilit, mon pauvre Sauteriot. Ma grand-mère le tance trop rudement et le frapperait trop, si je ne le défendais contre elle, en faisant semblant de le tarabuster à sa place. Mais j'ai toujours grand soin de ne pas le toucher pour de vrai. Et il le sait bien, lui. Aussi, quand il a fait une faute, il accourt se cacher dans mes jupons, et il me dit « Bats-moi, avant que ma grand-mère ne me prenne !» Et moi, je le bats pour rire, et le malin fait semblant de crier. Et puis je le soigne. Je ne peux pas toujours l'empêcher d'être en loques, le pauvre petit, mais quand j'ai quelque nippe, je l'arrange pour l'habiller, et je le guéris quand il est malade, tandis que ma grand-mère le ferait mourir, car elle ne sait point soigner les enfants. Enfin, je le conserve à la vie, ce malingret, qui sans moi serait bien malheureux, et bientôt dans la terre, à côté de notre pauvre père, que je n'ai pas pu empêcher de mourir. Je ne sais pas si je lui rends service, en le faisant vivre, tortu et malplaisant comme il est. Mais c'est plus fort que moi, Landry, et quand je songe à prendre du service pour avoir quelque argent à moi et à me retirer de la misère où je suis, mon cœur se fend de pitié et me fait reproche, comme si j'étais la mère de mon Sauteriot, et comme si je le voyais périr par ma faute. Voilà tous mes torts, et mes manquements, Landry. À présent, que le bon Dieu me juge, moi je pardonne à ceux qui me méconnaissent. Chapitre 19. Landry écoutait toujours la petite Fadette avec une grande contention d'esprit et sans trouver à redire à aucune de ses raisons. En dernier lieu, la manière dont elle parla de son petit frère le Sauteriot lui fit un effet, comme si, tout d'un coup, il se sentait de l'amitié pour elle, et comme s'il voulait être de son parti contre tout le monde. « Cette fois-ci, Fadette, dit-il, celui qui te donnerait tort serait dans son tort le premier, car tout ce que tu as dit là est très bien dit, et personne ne se douterait de ton bon cœur et de ton bon raisonnement. Pourquoi ne te fais-tu pas connaître pour ce que tu es ? On ne parlerait pas mal de toi, et il y en a qui te rendraient justice. »« Je te l'ai bien dit, Landry, reprit-elle. Je n'ai pas besoin de plaire à qui ne me plaît point. Mais si tu me le dis à moi, c'est donc que... » Là-dessus, Landry s'arrêta, tout étonné de ce qu'il avait manqué de dire, et se reprenant. « C'est donc, fit-il, que tu as plus d'estime pour moi que pour un autre ? Je croyais pourtant que tu me haïssais, à cause que je n'ai jamais été bon pour toi. »« C'est possible que je t'ai haï, un peu, répondit la petite Fadette. Mais si cela a été, cela n'est plus à partir d'aujourd'hui, et je vas te dire pourquoi, Landry. Je te croyais fier, et tu l'es. Mais tu sais surmonter ta fierté pour faire ton devoir, et tu y as d'autant plus de mérite. Je te croyais ingrat, et quoique la fierté qu'on t'a enseignée te pousse à l'être, tu es si fidèle à ta parole que rien ne te coûte pour t'acquitter. Enfin, je te croyais poltron, et pour cela j'étais portée à te mépriser. Mais je vois que tu n'as que de la superstition, et que le courage, quand il s'agit d'un danger certain à affronter, ne te fait pas défaut. Tu m'as fait danser aujourd'hui, quoique tu en fusses bien humilié. Tu es même venu, après vêpres, me chercher auprès de l'église, au moment où je t'avais pardonné dans mon cœur, après avoir fait ma prière, et où je ne songeais plus à te tourmenter. Tu m'as défendu contre de méchants enfants, et tu as provoqué de grands garçons qui, sans toi, m'auraient maltraité. Enfin, ce soir, en m'entendant pleurer, tu es venu à moi pour m'assister et me consoler. Ne crois point, Landry, que j'oublierai jamais ces choses-là. Tu auras toute ta vie la preuve que j'en garde une grande souvenance, et tu pourras me requérir à ton tour de tout ce que tu voudras, dans quelque moment que ce soit. Ainsi, pour commencer, je sais que je t'ai fait aujourd'hui une grosse peine. Oui, je le sais, Landry, je suis assez sorcière pour t'avoir deviné, encore que, ce matin, je ne m'en doutais point. Va, sois certain que j'ai plus de malice que de méchanceté, et que si je t'avais su amoureux de la Madelon, je ne t'aurais pas brouillé avec elle, comme je l'ai fait en te forçant à danser avec moi. Cela m'amusait, j'en tombe d'accord, de voir que pour danser avec une laideron comme moi, tu laissais de côté une belle fille, mais je croyais que c'était seulement une petite piqûre à ton amour-propre.
Quand j'ai peu à peu compris que c'était une vraie blessure dans ton cœur, que malgré toi tu regardais toujours du côté de Madelon, et que son dépit te donnait envie de pleurer, j'ai pleuré aussi, vrai. J'ai pleuré au moment où tu as voulu te battre contre ces galants, et tu as cru que c'était des larmes de repentance. Voilà pourquoi je pleurais encore, si amèrement, quand tu m'as surprise ici. Et pourquoi je pleurerais, jusqu'à ce que j'aie réparé le mal que j'ai causé à un bon et brave garçon comme je connais à présent que tu l'es. Et en supposant, ma pauvre Fanchon, dit Landry, tout ému des larmes qu'elle recommençait à verser, que tu m'aies causé une fâcherie avec une fille dont je serais amoureux, comme tu dis. Que pourrais-tu donc faire pour nous remettre en bon accord? Fie-toi à moi, Landry, répondit la petite Fadette. Je ne suis pas assez sotte pour ne pas m'expliquer comme il faut. La Madelon saura que tout le tort est venu de moi. Je me confesserai à elle, et je te rendrai blanc comme neige. Si elle ne te rend pas son amitié demain, c'est qu'elle ne t'a jamais aimé, et que je ne dois pas la regretter, Fanchon. Et comme elle ne m'a jamais aimé, en effet, tu prendrais une peine inutile. Ne le fais donc pas, et console-toi du petit chagrin que tu m'as fait. J'en suis déjà guérie. Ces peines-là ne guérissent pas si vite, répondit la petite Fadette. Et puis, se ravisant, du moins à ce qu'on dit, fit-elle. C'est le dépit qui te fait parler, Landry. Quand tu auras dormi là-dessus, demain viendra et tu seras bien triste jusqu'à ce que tu aies fait la paix avec cette belle fille. Peut-être bien, dit Landry. Mais à cette heure je te baille ma foi que je n'en sais rien et que je n'y pense point. Je m'imagine que c'est toi qui veux me faire croire que j'ai beaucoup d'amitié pour elle, et moi, il me semble que si j'en ai eu, c'était si petitement que j'en ai quasiment perdu souvenance. C'est drôle, dit la petite Fadette en soupirant. C'est donc comme ça que vous aimez, vous les garçons? Dame, vous autres filles, vous n'aimez pas mieux, puisque vous vous choquez si aisément et que vous vous consolez si vite avec le premier venu. Mais nous parlons là de choses que nous n'entendons peut-être pas encore. Du moins toi, ma petite Fadette, qui vas toujours te gaussant des amoureux. Je crois bien que tu t'amuses de moi encore à cette heure, en voulant arranger mes affaires avec la Madelon. Ne le fais pas, te dis-je, car elle pourrait croire que je t'en ai chargé, et elle se tromperait. Et puis ça la fâcherait peut-être de penser que je me fais présenter à elle comme son amoureux attitré, car la vérité est que je ne lui ai encore jamais dit un mot d'amourette, et que, si j'ai eu du contentement à être auprès d'elle et à la faire danser, elle ne m'a jamais donné le courage de le lui faire à savoir par mes paroles. Par ainsi, laissons passer la chose, elle en reviendra d'elle-même, si elle veut, et si elle n'en revient pas, je crois bien que je n'en mourrai point. Je sais mieux ce que tu penses là-dessus que toi-même, Landry, reprit la petite Fadette. Je te crois quand tu me dis que tu n'as jamais fait connaître ton amitié à la Madelon par des paroles. Mais il faudrait qu'elle fût bien simple pour ne l'avoir pas connue dans tes yeux, aujourd'hui surtout. Puisque j'ai été cause de votre fâcherie, il faut que je sois cause de votre contentement, et c'est la bonne occasion de faire comprendre à Madelon que tu l'aimes. C'est à moi de le faire, et je le ferai si finement et si à propos qu'elle ne pourra point t'accuser de m'y avoir provoqué. Fie-toi, Landry, à la petite Fadette, au pauvre vilain grelé qui n'a point le dedans aussi laid que le dehors, et pardonne-lui de t'avoir tourmenté, car il en résultera pour toi un grand bien. Tu connaîtras que s'il est doux d'avoir l'amour d'une belle, il est utile d'avoir l'amitié d'une laide, car les laides ont du désintéressement, et rien ne leur donne dépit ni rancune. Que tu sois belle ou laide, Fanchon, dit Landry en lui prenant la main. Je crois comprendre déjà que ton amitié est une très bonne chose, et si bonne que l'amour en est peut-être une mauvaise en comparaison. Tu as beaucoup de bonté, je le connais à présent, mais je t'ai fait un grand affront auquel tu n'as pas voulu prendre garde aujourd'hui, et quand tu dis que je me suis bien conduit avec toi, je trouve, moi, que j'ai agi fort malhonnêtement. Comment donc ça, Landry? Je ne sais pas en quoi. C'est que je ne t'ai pas embrassé une seule fois à la danse, Fanchon. Et pourtant c'était mon devoir et mon droit, puisque c'est la coutume. Je t'ai traité comme on fait des petites filles de 10 ans,
qu'on ne se baisse pas pour embrasser. Et pourtant tu es quasiment de mon âge. Il n'y a pas plus d'un an de différence. Je t'ai donc fait une injure. Et si tu n'étais pas si bonne fille, tu t'en serais bien aperçue. Je n'y ai pas seulement pensé, dit la petite Fadette. Et elle se leva, car elle sentait qu'elle mentait, et elle ne voulait pas le faire paraître. Tiens, dit-elle, en se forçant pour être gaie, écoute comme les grelets chantent dans les blés en chaume. Ils m'appellent par mon nom, et la chouette est là-bas qui me crie l'heure que les étoiles marquent dans le cadran du ciel. Je l'entends bien aussi, et il faut que je rentre à la priche. Mais avant que je te dise adieu, Fadette, est-ce que tu ne veux pas me pardonner? Mais je ne t'en veux pas, Landry, et je n'ai pas de pardon à te faire. Si fait, dit Landry, qui était tout agité d'un je ne sais quoi. Depuis qu'elle lui avait parlé d'amour et d'amitié, d'une voix si douce que celle des bouvreuils qui gazouillaient en dormant dans les buissons paraissait dure auprès. Si fait, tu me dois un pardon. C'est de me dire qu'il faut à présent que je t'embrasse pour réparer de l'avoir omis dans le jour. La petite Fadette trembla un peu. Puis, tout aussitôt reprenant sa bonne humeur. « Tu veux, Landry, que je te fasse expier ton tort par une punition? Eh bien, je t'en tiens quitte. Mon garçon, c'est bien assez d'avoir fait danser la laide. Ce serait trop de vertu que de vouloir l'embrasser. » « Tiens, ne dis pas ça, » s'exclama Landry en lui prenant la main et le bras tout ensemble. « Je crois que ça ne peut être une punition de t'embrasser, à moins que la chose ne te chagrine et ne te répugne, venant de moi. » Et quand il eut dit cela, il fit un tel souhait d'embrasser la petite Fadette qu'il tremblait de peur qu'elle n'y consentît point. « Écoute, Landry, lui dit-elle, de sa voix douce et flatteuse, si j'étais belle, je te dirais que ce n'est le lieu ni l'heure de s'embrasser comme en cachette. Si j'étais coquette, je penserais au contraire que c'est l'heure et le lieu, parce que la nuit cache ma laideur, et qu'il n'y a ici personne pour te faire honte de ta fantaisie. Mais comme je ne suis ni coquette, ni belle, voilà ce que je te dis. Serre-moi la main, en signe d'honnête amitié, et je serai contente d'avoir ton amitié, moi qui n'en ai jamais eu, et qui n'en souhaiterai jamais d'autre. Oui, dit Landry, je serre ta main de tout mon cœur. Entends-tu, Fadette? Mais la plus honnête amitié, et c'est celle que j'ai pour toi, n'empêche point qu'on s'embrasse. Si tu me dénies cette preuve-là, je croirais que tu as encore quelque chose contre moi. Et il tenta de l'embrasser par surprise, mais elle y fit résistance, et comme il s'y obstinait, elle se mit à pleurer en disant « Laisse-moi, Landry, tu me fais beaucoup de peine. » Landry s'arrêta, tout étonné, et si chagriné de la voir encore dans les larmes, qu'il en eut comme du dépit. « Je vois bien, lui dit-il, que tu ne dis pas la vérité en me disant que mon amitié est la seule que tu veuilles avoir. Tu en as une plus forte, qui te défend de m'embrasser. »« Non, Landry, répondit-elle en sanglotant, mais j'ai peur que, pour m'avoir embrassé la nuit, sans me voir, vous ne me haïssiez quand vous me reverrez au jour. »« Est-ce que je ne t'ai jamais vu ?» dit Landry impatienté. « Est-ce que je ne te vois pas à présent? Tiens, viens un peu à la lune, je te vois bien, et je ne sais pas si tu es laide, mais j'aime ta figure puisque je t'aime, voilà tout. » Et puis il l'embrassa, d'abord tout en tremblant, et puis il y revint avec tant de goût qu'elle en eut peur, et lui dit en le repoussant « Assez, Landry, assez. On dirait que tu m'embrasses de colère ou que tu penses à Madelon. Apaise-toi, je lui parlerai demain, et demain tu l'embrasseras avec plus de joie que je ne peux t'en donner. » Là-dessus, elle sortit vitement des abords de la carrière et partit de son pied léger. Landry était comme affolé, et il eut envie de courir après elle. Il s'y reprit à 3 fois avant de se décider à redescendre du côté de la rivière. Enfin, sentant que le diable était après lui, il se mit à courir aussi, et ne s'arrêta qu'à la priche. Le lendemain, quand il alla voir ses bœufs au petit jour, tout en les affainant et les câlinant, il pensait en lui-même à cette causerie d'une grandeur qu'il avait eue dans la carrière du Chaumois avec la petite Fadette, et qui lui avait paru comme un instant. Il avait encore la tête alourdie par le sommeil et par la fatigue d'esprit d'une journée si différente de celle qu'il aurait dû passer, et il se sentait tout troublé,
et comme épeuré de ce qu'il avait senti pour cette fille, qui lui revenait devant les yeux, laide et de mauvaise tenue, comme il l'avait toujours connue. Il s'imaginait par moments avoir rêvé le souhait qu'il avait fait de l'embrasser, et le contentement qu'il avait eu de la serrer contre son cœur, comme s'il avait senti un grand amour pour elle, comme si elle lui avait paru tout d'un coup plus belle et plus aimable que pas une fille sur terre. Il faut qu'elle soit charmeuse, comme on le dit, bien qu'elle s'en défende, pensait-il. Car pour sûr elle m'a ensorcelé hier soir, et jamais dans toute ma vie je n'ai senti pour père, mère, sœur ou frère, non pas, certes, pour la belle Madelon, et non pas même pour mon cher Besson Sylvinet, un élan d'amitié pareil à celui que, pendant 2 ou 3 minutes, cette diablesse m'a causé. S'il avait pu voir ce que j'avais dans le cœur, mon pauvre Sylvinet, c'est du coup qu'il aurait été mangé par la jalousie. Car l'attache que j'avais pour Madelon ne faisait point de tort à mon frère, au lieu que si je devais rester seulement tout un jour affolée et enflambée, comme je l'ai été pour un moment, à côté de cette Fadette, j'en deviendrais insensé, et je ne connaîtrais plus qu'elle dans le monde. Et Landry se sentait comme étouffé de honte, de fatigue et d'impatience. Il s'asseyait sur la crèche de ses bœufs et avait peur que la charmeuse ne lui eût ôté le courage, la raison et la santé. Mais quand le jour fut un peu grand et que les laboureurs de la priche furent levés, ils se mirent à le plaisanter sur sa danse avec le vilain Grelet. Et ils la dirent si laide, si mal élevée, si mal attifée dans leur moquerie, qu'il ne savait où se cacher, tant il avait de honte, non seulement de ce qu'on avait vu, mais de ce qu'il se gardait bien de faire connaître. Il ne se fâcha pourtant point, parce que les gens de la priche étaient tous ses amis et ne mettaient point de mauvaises intentions dans leur taquinerie. Il eut même le courage de leur dire que la petite Fadette n'était pas celle qu'on croyait, qu'elle en valait bien d'autres, et qu'elle était capable de rendre de grands services. Là-dessus, on le raya encore. Sa mère, je ne dis pas, firent-ils, mais elle, c'est un enfant qui ne sait rien. Et si t'as une bête malade, je ne te conseille pas de suivre ses remèdes, car c'est une petite bavarde qui n'a pas le moindre secret pour guérir. Mais elle a celui d'endormir les gars, est-ce qu'il paraît, puisque tu ne l'as guère quittée à la Saint-Andoche. Et tu feras bien d'y prendre garde, mon pauvre Landry, car on t'appellerait bientôt le grelet de la grelette, et le follet de la Fadette. Le diable se mettrait après toi. Georgeon viendrait tirer nos draps de lit et boucler le crin de notre chevaline. Nous serions obligés de te faire exorciser. Je crois bien, disait la petite Solange, qu'il aura mis un de ses bas à l'envers hier matin. Ça attire les sorciers. Et la petite Fadette s'en est bien aperçue. Chapitre 20. Sur le jour, Landry, étant occupé à la couvraille, vit passer la petite Fadette. Elle marchait vite et allait du côté d'une taille où Madelon faisait de la feuille pour ses moutons. C'était l'heure de délier les bœufs, parce qu'ils avaient fait leur demi-journée, et Landry, en les reconduisant au pacage, regardait toujours courir la petite Fadette qui marchait si légère qu'on ne la voyait point fouler l'herbe. Il était curieux de savoir ce qu'elle allait dire à Madelon, et au lieu de se presser d'aller manger sa soupe, qu'il attendait dans le sillon encore chaud du fer de la charrue, il s'en alla doucement le long de la taille pour écouter ce que tramaient ensemble ces deux jeunesses. Il ne pouvait les voir, et comme Madelon marmottait des réponses d'une voix sourde, il ne savait point ce qu'elle disait. Mais la voix de la petite Fadette, pour être douce, n'en était pas moins claire, et il ne perdait pas une de ses paroles, encore qu'elle ne criât point du tout. Elle parlait de lui à la Madelon, et elle lui faisait connaître, ainsi qu'elle l'avait promis à Landry, la parole qu'elle lui avait prise, 10 mois auparavant, d'être à commandement pour une chose dont elle le requérait à son plaisir. Et elle expliquait cela si humblement et si gentiment que c'était plaisir de l'entendre. Et puis, sans parler du follet ni de la peur que Landry en avait eue, elle conta qu'il avait manqué de se noyer en prenant à faux le gué des roulettes, la veille de Saint-Andoche. Enfin, elle exposa du bon côté tout ce qui en était, et elle démontra que tout le mal venait de la fantaisie et de la vanité qu'elle avait eue de danser avec un grand gars, elle qui n'avait jamais dansé qu'avec les petits. Là-dessus, la Madelon, écolérée, éleva la voix pour dire « Qu'est-ce que me fait tout cela ?
Danse toute ta vie avec les baissons de la baissonnière, et ne crois pas, Grelet, que tu me fasses le moindre tort, ni la moindre envie. » Et la Fadette reprit. « Ne dites pas des paroles si dures pour le pauvre Landry, Madelon, car Landry vous a donné son cœur, et si vous ne voulez le prendre, il en aura plus de chagrin que je ne saurais dire. » Et pourtant elle le dit, et en si jolies paroles, avec un ton si caressant, et en donnant à Landry de telles louanges, qu'il aurait voulu retenir toutes ses façons de parler pour s'en servir à l'occasion, et qu'il rougissait d'aise en s'entendant approuver de la sorte. La Madelon s'étonna aussi pour sa part du joli parler de la petite Fadette, mais elle la dédaignait trop pour le lui témoigner. « Tu as une belle jappe et une fière hardiesse, » lui dit-elle, « et on dirait que ta grand-mère t'a fait une leçon pour essayer d'enjôler le monde. Mais je n'aime pas à causer avec les sorcières, ça porte malheur, et je te prie de me laisser, grelet cornu. Tu as trouvé un galant? Garde-le, ma mignonne, car c'est le premier et le dernier qui aura fantaisie pour ton vilain museau. Quant à moi, je ne voudrais pas de ton reste, quand même ça serait le fils du roi. Ton Landry n'est qu'un sot, et il faut qu'il soit bien peu de choses, puisque, croyant me l'avoir enlevé, tu viens me prier déjà de le reprendre. Voilà un beau galant, pour moi, dont la petite Fadette elle-même ne se soucie point. »« Si c'est là ce qui vous blesse, répondit la Fadette d'un ton qui alla jusqu'au fond du cœur de Landry, et si vous êtes fier à ce point de ne vouloir être juste qu'après m'avoir humilié, contentez-vous donc, et mettez sous vos pieds, belle Madelon, l'orgueil et le courage du pauvre Grelet des champs. Vous croyez que je dédaigne Landry, et que sans cela je ne vous prierai pas de le lui pardonner? Eh bien, sachez, si cela vous plaît, que je l'aime depuis longtemps déjà, que c'est le seul garçon auquel j'ai jamais pensé, et peut-être celui à qui je penserai toute ma vie, mais que je suis trop raisonnable et trop fière aussi pour jamais penser à m'en faire aimer. Je sais ce qu'il est, et je sais ce que je suis. Il est beau, riche et considéré. Je suis laide, pauvre et méprisée. Je sais donc très bien qu'il n'est point pour moi, et vous avez dû voir comme il me dédaignait à la fête. Alors soyez donc satisfaite, puisque celui que la petite Fadette n'ose pas seulement regarder, vous voit avec des yeux remplis d'amour. Punissez la petite Fadette en vous moquant d'elle et en lui reprenant celui qu'elle n'oserait vous disputer. Que si ce n'est par amitié pour lui, ce soit au moins pour punir mon insolence. Et promettez-moi, quand il reviendra s'excuser auprès de vous, de le bien recevoir et de lui donner un peu de consolation. » Au lieu d'être apitoyée par tant de soumission et de dévouement, la Madelon se montra très dure et renvoya la petite Fadette en lui disant toujours que Landry était bien ce qu'il lui fallait, et que, quant à elle, elle le trouvait trop enfant et trop sot. Mais le grand sacrifice que la Fadette avait fait d'elle-même porta son fruit, en dépit des rebuffades de la belle Madelon. Les femmes ont le cœur fait en cette mode, qu'un jeune gars commence à leur paraître un homme sitôt qu'elles le voient estimé et choyé par d'autres femmes. La Madelon, qui n'avait jamais pensé bien sérieusement à Landry, se mit à y penser beaucoup, aussitôt qu'elle eut renvoyé la Fadette. Elle se remémora tout ce que cette belle parleuse lui avait dit de l'amour de Landry, et en songeant que la Fadette en était prise au point d'oser le lui avouer, elle se glorifia de pouvoir tirer vengeance de cette pauvre fille. Elle alla, le soir, à la Priche, dont sa demeurance n'était éloignée que de 2 ou 3 portées de fusil, et sous couleur de chercher une de ces bêtes qui s'était mêlée au champ avec celle de son oncle, elle se fit voir à Landry, et de l'œil l'encouragea à s'approcher pour lui parler. Landry s'en aperçut très bien, car depuis que la petite Fadette s'en mêlait, il était singulièrement dégourdi d'esprit. « La Fadette est sorcière, pensa-t-il. Elle m'a rendu les bonnes grâces de Madelon, et elle a plus fait pour moi, dans une causette d'1 quart d'heure, que je n'aurais su faire dans 1 année. Elle a un esprit merveilleux, et un cœur comme le bon Dieu n'en fait pas souvent. » Et en pensant cela, il regardait Madelon, mais si tranquillement qu'elle se retira, sans qu'il se fût encore décidé de lui parler. Ce n'est point qu'il fût honteux devant elle, sa honte s'était envolée sans qu'il sût comment. Mais avec la honte, le plaisir qu'il avait eu à la voir et aussi l'envie qu'il avait eue de s'en faire aimer. À peine eut-il soupé qu'il fit mine d'aller dormir, mais il sortit de son lit par la ruelle, glissa le long des murs et s'en fut droit au gué des roulettes.
Le feu follet y faisait encore sa petite danse ce soir-là. Du plus loin qu'il le vit sautiller, Landry pensa « C'est tant mieux. Voici le fadet. La fadette n'est pas loin. » Et il passa le gué sans avoir peur, sans se tromper, et il alla jusqu'à la maison de la mère Fadet, furetant et regardant de tous côtés. Mais il y resta un bon moment, sans voir de lumière et sans entendre aucun bruit. Tout le monde était couché. Il espéra que le grelet, qui sortait souvent le soir, après que sa grand-mère et son sauteriot étaient endormis, vaguerait quelque part aux environs. Il se mit à vaguer de son côté. Il traversa la Jonssière, il alla à la carrière du Chaumois, sifflant et chantant pour se faire remarquer. Mais il ne rencontra que le blaireau qui fuyait dans les chaumes et la chouette qui sifflait sur son arbre. Force lui fut de rentrer sans avoir pu remercier la bonne amie qui l'avait si bien servi. Chapitre 21. Toute la semaine se passa sans que Landry pût rencontrer la fadette, de quoi il était bien étonné et bien soucieux. « Elle va croire encore que je suis ingrat, pensait-il. Et pourtant, si je ne la vois point, ce n'est pas faute de l'attendre et de la chercher. Il faut que je lui ai fait de la peine en l'embrassant quasi malgré elle dans la carrière. Et pourtant ce n'était pas à mauvaise intention, ni dans l'idée de l'offenser. » Et il songea durant cette semaine plus qu'il n'avait songé dans toute sa vie. Il ne voyait pas clairement dans sa propre cervelle, mais il était pensif et agité. Et il était obligé de se forcer pour travailler, car ni les grands bœufs, ni la charrue reluisante, ni la belle terre rouge, humide de la fine pluie d'automne, ne suffisaient plus à ses contemplations et à ses rêvasseries. Il alla voir son Besson le jeudi soir, et il le trouva soucieux comme lui. Sylvinet était un caractère différent du sien, mais pareil quelquefois par le contre-coup. On aurait dit qu'il devinait que quelque chose avait troublé la tranquillité de son frère, et pourtant il était loin de se douter de ce que ce pouvait être. Il lui demanda s'il avait fait la paix avec Madelon, et pour la première fois, en lui disant que oui, Landry lui fit volontairement un mensonge. Le fait est que Landry n'avait pas dit un mot à Madelon, et qu'il pensait avoir le temps de le lui dire. Rien ne le pressait. Enfin vint le dimanche, et Landry arriva des premiers à la messe. Il entra, avant qu'elle fût sonnée, sachant que la petite fadette avait coutume d'y venir dans ce moment-là, parce qu'elle faisait toujours de longues prières, dont un chacun se moquait. Il vit une petite, agenouillée dans la chapelle de la Sainte Vierge, et qui, tournant le dos, cachait sa figure dans ses mains pour prier avec recueillement. C'était bien la posture de la petite fadette, mais ce n'était ni son coiffage, ni sa tournure, et Landry ressortit pour voir s'il ne la trouverait point sous le porche, qu'on appelle chez nous une guenillière, à cause que les gredots payerous, qui sont mendiants loqueteux, s'y tiennent pendant les offices. Les guenilles de la fadette furent les seules qu'il n'y vit point. Il entendit la messe sans l'apercevoir, et ce ne fut qu'à la préface que, regardant encore cette fille qui priait si dévotement dans la chapelle, il lui vit lever la tête et reconnut son grelet, dans un habillement et un air tout nouveau pour lui. C'était bien toujours son pauvre dressage, son jupon de drogué, son devanteau rouge et sa coiffe de linge sans dentelle. Mais elle avait reblanchi, recoupé et recousu tout cela dans le courant de la semaine. Sa robe était plus longue et tombait plus convenablement sur ses bas, qui étaient bien blancs, ainsi que sa coiffe, laquelle avait pris la forme nouvelle et s'attachait gentiment sur ses cheveux noirs bien lissés. Son fichu était neuf et d'une jolie couleur jaune doux qui faisait valoir sa peau brune. Elle avait aussi rallongé son corsage, et au lieu d'avoir l'air d'une pièce de bois habillée, elle avait la taille fine et ployante, comme le corps d'une belle mouche à miel. De plus, je ne sais pas avec quelle mixture de fleurs ou d'herbes elle avait lavé pendant 8 jours son visage et ses mains, mais sa figure pâle et ses mains mignonnes avaient l'air aussi net et aussi doux que la blanche épine du printemps. Landry, la voyant si changée, laissa tomber son livre d'heures, et au bruit qu'il fit, la petite fadette se retourna tout à fait et le regarda, tout en même temps qu'il la regardait. Et elle devint un peu rouge, pas plus que la petite rose des buissons, mais cela la fit paraître quasi belle, d'autant plus que ses yeux noirs,
auquel jamais personne n'avait pu trouver à redire, laissèrent échapper un feu si clair qu'elle en parut transfigurée. Et Landry pensa encore. Elle est sorcière. Elle a voulu devenir belle, de laide qu'elle était. Et la voilà belle par miracle. Il en fut comme transi de peur, et sa peur ne l'empêchait point pourtant d'avoir une telle envie de s'approcher d'elle et de lui parler, que, jusqu'à la fin de la messe, le cœur lui en sauta d'impatience. Mais elle ne le regarda plus, et au lieu de se mettre à courir et à folâtrer avec les enfants après sa prière, elle s'en alla si discrètement qu'on eut à peine le temps de la voir si changée et si amendée. Landry n'osa point la suivre, d'autant que Sylvine ne le quittait point des yeux. Mais au bout d'une heure, il réussit à s'échapper, et cette fois, le cœur le poussant et le dirigeant, il trouva la petite Fadette qui gardait sagement ses bêtes dans le petit chemin creux qu'on appelait la traîne aux gendarmes, parce qu'un gendarme du roi y a été tué par les gens de la Cosse dans les anciens temps, lorsqu'on voulait forcer le pauvre monde à payer la taille et à faire la corvée, contrairement aux termes de la loi, qui était déjà bien assez dure, telle qu'on l'avait donnée. Chapitre 22. Comme c'était dimanche, la petite Fadette ne cousait ni ne filait en gardant ses ouailles. Elle s'occupait à un amusement tranquille que les enfants de chez nous prennent quelquefois bien sérieusement. Elle cherchait le trèfle à 4 feuilles, qui se trouve bien rarement et qui porte bonheur à ceux qui peuvent mettre la main dessus. « L'as-tu trouvé, Fanchon ?» lui dit Landry aussitôt qu'il fut à côté d'elle. « Je l'ai trouvé souvent, » répondit-elle, « mais cela ne porte point bonheur comme on croit, et rien ne me sert d'en avoir 3 brins dans mon livre. » Landry s'assit auprès d'elle, comme s'il allait se mettre à causer. Mais voilà que tout d'un coup, il se sentit plus honteux qu'il ne l'avait jamais été auprès de Madelon, et que pour avoir eu l'intention de lui dire bien des choses, il ne put trouver un mot. La petite Fadette prit honte aussi, car si le Besson ne lui disait rien, du moins il la regardait avec des yeux étranges. Enfin, elle lui demanda pourquoi il paraissait étonné en la regardant. « À moins, dit-elle, que ce ne soit à cause que j'ai arrangé mon coiffage. En cela j'ai suivi ton conseil, et j'ai pensé que pour avoir l'air raisonnable, il fallait commencer par m'habiller raisonnablement. Aussi, je n'ose pas me montrer, car j'ai peur qu'on ne m'en fasse encore reproche, et qu'on ne dise que j'ai voulu me rendre moins laide, sans y réussir. »« On dira ce qu'on voudra, » dit Landry, « mais je ne sais pas ce que tu as fait pour devenir jolie. La vérité est que tu l'es aujourd'hui, et qu'il faudrait se crever les yeux pour ne point le voir. »« Ne te moque pas, Landry, » reprit la petite Fadette. « On dit que la beauté tourne la tête aux belles, et que la laideur fait la désolation des laides. Je m'étais habituée à faire peur, et je ne voudrais pas devenir sotte en croyant faire plaisir. Mais ce n'est pas de cela que tu venais me parler, et j'attends que tu me dises si la Madelon t'a pardonné. »« Je ne viens pas pour te parler de la Madelon. Si elle m'a pardonné, je n'en sais rien, et ne m'en informe point. Seulement, je sais que tu lui as parlé, et si bien parlé que je t'en dois grand remerciement. »« Comment sais-tu que je lui ai parlé ? Elle te l'a donc dit ? En ce cas, vous avez fait la paix ? » ?»« Nous n'avons point fait la paix. Nous ne nous aimons pas assez, elle et moi, pour être en guerre. Je sais que tu lui as parlé, parce qu'elle l'a dit à quelqu'un qui me l'a rapporté. » La petite Fadette rougit beaucoup, ce qui l'embellit encore, car jamais jusqu'à ce jour elle n'avait eu sur les joues cette honnête couleur de crainte et de plaisir qui enjolive les plus laides. Mais en même temps, elle s'inquiéta en songeant que la Madelon avait dû répéter ces paroles et la donner en risée pour l'amour dont elle s'était confessée au sujet de Landry. « Qu'est-ce que Madelon a donc dit de moi ?» demanda-t-elle. « Elle a dit que j'étais un grand sot, qui ne plaisait à aucune fille, pas même à la petite Fadette. Que la petite Fadette me méprisait, me fuyait, s'était cachée toute la semaine pour ne point me voir. Quoique toute la semaine, j'eusse cherché et couru de tous côtés pour rencontrer la petite Fadette. C'est donc moi qui suis la risée du monde, Fanchon, parce que l'on sait que je t'aime et que tu ne m'aimes point. »« Voilà de méchants propos ?» répondit la Fadette tout étonnée, car elle n'était pas assez sorcière pour deviner que, dans ce moment-là,
Landry était plus fin qu'elle. « Je ne croyais pas la Madelon si menteuse et si perfide. Mais il faut lui pardonner cela, Landry, car c'est le dépit qui l'a fait parler. Et le dépit, c'est l'amour. » « Peut-être bien, » dit Landry. « C'est pourquoi tu n'as point de dépit contre moi, Fanchon. Tu me pardonnes tout, parce que, de moi, tu méprises tout. » « Je n'ai point mérité que tu me dises cela, Landry. Non, vrai, je ne l'ai pas mérité. Je n'ai jamais été assez folle pour dire la menterie qu'on me prête. J'ai parlé autrement à Madelon. Ce que je lui ai dit n'était que pour elle, mais ne pouvait te nuire, et aurait dû, bien au contraire, lui prouver l'estime que je faisais de toi. « Écoute, Fanchon, dit Landry, ne disputons pas sur ce que tu as dit, ou sur ce que tu n'as point dit. Je veux te consulter, toi qui es savante. Dimanche dernier, dans la carrière, j'ai pris pour toi, sans savoir comment cela m'est venu, une amitié si forte que de toute la semaine, je n'ai mangé ni dormi mon sou. Je ne veux rien te cacher, parce qu'avec une fille aussi fine que toi, ce serait peine perdue. J'avoue donc que j'ai eu honte de mon amitié le lundi matin, et j'aurais voulu m'en aller bien loin pour ne plus retomber dans cette folleté. Mais lundi soir, j'y étais déjà retombée si bien que j'ai passé le guet à la nuit, sans m'inquiéter du follet, qui aurait voulu m'empêcher de te chercher, car il était encore là, et quand il m'a fait sa méchante risée, je la lui ai rendue. Depuis lundi, tous les matins, je suis comme imbécile, parce que l'on me plaisante sur mon goût pour toi, et tous les soirs, je suis comme fou, parce que je sens mon goût plus fort que la mauvaise honte. Et voilà qu'aujourd'hui, je te vois gentille, et de si sage apparence, que tout le monde va s'en étonner aussi. Et qu'avant 15 jours, si tu continues comme cela, non seulement on me pardonnera d'être amoureux de toi, mais encore il y en aura d'autres qui le feront bien fort. Je n'aurai donc pas de mérite à t'aimer. Tu ne me devras guère de préférence. Pourtant, si tu te souviens du dimanche dernier, jour de la Saint-Andoche, tu te souviendras aussi que je t'ai demandé, dans la carrière, la permission de t'embrasser, et que je l'ai fait avec autant de cœur que si tu n'avais pas été réputée laide et haïssable. Voilà tout mon droit, Fadette. Dis-moi si cela peut compter, et si la chose te fâche au lieu de te persuader. » La petite Fadette avait mis sa figure dans ses deux mains, et elle ne répondit point. Landry croyait, par ce qu'il avait entendu de son discours à la Madelon, qu'il était aimé d'elle, et il faut dire que cet amour-là lui avait fait tant d'effet qu'il avait commandé tout d'un coup le sien. Mais en voyant la pose honteuse et triste de cette petite, il commença à craindre qu'elle n'eût fait un conte à la Madelon, pour, par bonne intention, faire réussir le raccommodement qu'elle négociait. Cela le rendit encore plus amoureux, et il en prit du chagrin. Il lui ôta ses mains du visage, et la vit si pâle qu'on eût dit qu'elle allait mourir. Et comme il lui reprochait vivement de ne pas répondre à l'affolement qu'il se sentait pour elle, elle se laissa aller sur la terre, joignant ses mains et soupirant, car elle était suffoquée et tombait en faiblesse. Chapitre 23. Landry eut bien peur et lui frappa dans les mains pour la faire revenir. Ses mains étaient froides comme des glaces et raides comme du bois. Il les échauffa et les frotta bien longtemps dans les siennes, et quand elle put retrouver la parole, elle lui dit : « Je crois que tu te fais un jeu de moi, Landry. Il y a des choses dont il ne faut pourtant point plaisanter. Je te prie donc de me laisser tranquille et de ne me parler jamais, à moins que tu n'aies quelque chose à me demander, auquel cas je serai toujours à ton service. » Fadette, Fadette, dit Landry, ce que vous dites là n'est point bon. C'est vous qui vous êtes joué de moi. Vous me détestez, et pourtant vous m'avez fait croire autre chose. Moi ? Dit-elle tout affligée. Qu'est-ce que je vous ai donc fait à croire ? Je vous ai offert et donné une bonne amitié, comme celle que votre Besson a pour vous, et peut-être meilleure, car moi, je n'avais pas de jalousie, et au lieu de vous traverser dans vos amours, je vous y ai servi. C'est la vérité,
dit Landry. Tu as été bonne comme le bon Dieu, et c'est moi qui ai tort de te faire des reproches. Pardonne-moi, Fanchon, et laisse-moi t'aimer, comme je pourrais. Ce ne sera peut-être pas aussi tranquillement que j'aime mon Besson ou ma sœur Nanette, mais je te promets de ne plus chercher à t'embrasser, si cela te répugne. Et, faisant retour sur lui-même, Landry s'imagina qu'en effet la petite Fadette n'avait pour lui que de l'amitié bien tranquille. Et parce qu'il n'était ni vain ni fanfaron, il se trouva aussi craintif et aussi peu avancé auprès d'elle que s'il n'eût point entendu, de ses deux oreilles, ce qu'elle avait dit de lui à la belle Madelon. Quant à la petite Fadette, elle était assez fine pour connaître enfin que Landry était bel et bien amoureux comme un fou. Et c'est pour le trop grand plaisir qu'elle en avait qu'elle s'était trouvée comme en pâmoison pendant un moment. Mais elle craignait de perdre trop vite un bonheur si vite gagné. À cause de cette crainte, elle voulait donner à Landry le temps de souhaiter vivement son amour. Il resta auprès d'elle jusqu'à la nuit, car, encore qu'il n'osât plus lui conter Fleurette, il en était si épris et il prenait tant de plaisir à la voir et à l'écouter parler, qu'il ne pouvait se décider à la quitter un moment. Il joua avec le sauteriot, qui n'était jamais loin de sa sœur, et qui vint bientôt les rejoindre. Il se montra bon pour lui, et s'aperçut bientôt que ce pauvre petit, si maltraité par tout le monde, n'était ni sot ni méchant, avec qui le traitait bien. Mêmement, au bout d'une heure, il était si bien apprivoisé et si reconnaissant qu'il embrassait les mains du Besson et l'appelait mon Landry, comme il appelait sa sœur ma Fanchon. Et Landry était compassionné et attendri pour lui, trouvant tout le monde et lui-même dans le passé bien coupable envers les deux pauvres enfants de la mère Fadet, lesquels n'avaient besoin, pour être les meilleurs de tous, que d'être un peu aimés comme les autres. Le lendemain, et les jours suivants, Landry réussit à voir la petite Fadette, tantôt le soir, et alors il pouvait causer un peu avec elle, tantôt le jour, en la rencontrant dans la campagne. Et encore qu'elle ne pût s'arrêter longtemps, ne voulant point et ne sachant point manquer à son devoir, il était content de lui avoir dit 4 ou 5 mots de tout son cœur et de l'avoir regardée de tous ses yeux. Et elle continuait à être gentille dans son parler, dans son habillement et dans ses manières avec tout le monde, ce qui fit que tout le monde y prit garde et que bientôt on changea de ton et de manière avec elle. Comme elle ne faisait plus rien qui ne fût à propos, on ne l'injuria plus, et comme elle ne s'entendit plus injurier, elle n'eut plus tentation d'invectiver, ni de chagriner personne. Mais comme l'opinion des gens ne tourne pas aussi vite que nos résolutions, il devait encore s'écouler du temps avant qu'on passât pour elle du mépris à l'estime et de l'aversion au bon vouloir. On vous dira plus tard comment se fit ce changement. Quant à présent, vous pouvez bien vous imaginer vous-même qu'on ne donna pas grosse part d'attention au rangement de la petite Fadette. 4 ou 5 bons vieux et bonnes vieilles, de ceux qui regardent s'élever la jeunesse avec indulgence, et qui sont dans un endroit comme les pères et mères à tout le monde, devisaient quelquefois entre eux sous les noyers de la cosse, en regardant tout ce petit ou jeune monde grouillant autour d'eux, ceux-ci jouant aux quilles, ceux-là dansant. Et les vieux disaient « Celui-ci sera un beau soldat s'il continue, car il a le corps trop bon pour réussir à se faire exempter. Celui-là sera raffiné et entendu comme son père. Cet autre aura bien la sagesse et la tranquillité de sa mère. Voilà une jeune Lucette qui promet une bonne servante de ferme. Voici une grosse Louise qui plaira à plus d'un. Et quant à cette petite Marion, laissez-la grandir et la raison lui viendra bien comme aux autres. » Et quand se venait au tour de la petite Fadette à être examinée et jugée, « La voilà qui s'en va bien vite, disait-on, sans vouloir chanter ni danser. On ne la voit plus depuis la Saint-Andoche. Il faut croire qu'elle a été grandement choquée de ce que les enfants d'ici l'ont décoiffée à la danse. Aussi a-t-elle changé son grand calot, et à présent on dirait qu'elle n'est pas plus vilaine qu'une autre. Avez-vous fait attention comme la peau lui a blanchi depuis un peu de temps ? Disait une fois la mère Couturier. Elle avait la figure comme un œuf de caille, à force qu'elle était couverte de taches de rousseur. Et la dernière fois que je l'ai vue de près, je me suis étonnée de la trouver si blanche, et même si pâle, que je lui ai demandé si elle n'avait point eu de la fièvre.
À la voir comme elle est maintenant, on dirait qu'elle pourra se refaire, et qui sait, il y en a eu des laides qui devenaient belles en prenant 17 ou 18 ans. Et puis la raison vient, dit le père Nobin, et une fille qui s'en ressent apprend à se rendre élégante et agréable. Il est bien temps que le grelais s'aperçoive qu'elle n'est point un garçon. Mon Dieu, on pensait qu'elle tournerait si mal que ça serait une honte pour l'endroit. Mais elle se rangera et s'amendera comme les autres. Elle sentira bien qu'elle doit se faire pardonner d'avoir eu une mère si blâmable, et vous verrez qu'elle ne fera point parler d'elle. Dieu veuille, dit la mère Courtillé, car c'est vilain qu'une fille ait l'air d'un chevau échappé. Mais j'en espère aussi de cette Fadette, car je l'ai rencontrée devant hier, et au lieu qu'elle se mettait toujours derrière moi à contrefaire ma boiterie, elle m'a dit bonjour et m'a demandé mon portement avec beaucoup d'honnêteté. Cette petite-là, dont vous parlez, est plus folle que méchante, dit le père Henri. Elle n'a point mauvais cœur, c'est moi qui vous le dis, à preuve qu'elle a souvent gardé mes petits-enfants au champ avec elle, par pure complaisance, quand ma fille était malade, et elle les soignait très bien, et il ne voulait plus la quitter. C'est-il vrai ce qu'on a raconté, reprit la mère Couturier, qu'un des Besson au père Barbeau s'en était affolé à la dernière Saint-Andoche? Allons donc, répondit le père Nobin. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'était une amusette d'enfant, et les Barbeaux ne sont point bêtes. Les enfants, pas plus que le père ni la mère, entendez-vous? Ainsi devisait-on sur la petite Fadette, et le plus souvent on y pensait mis, parce qu'on ne la voyait presque plus. Chapitre 24. Mais qui la voyait souvent et faisait grande attention à elle, c'était Landry Barbeau. Il en était comme enragé en lui-même quand il ne pouvait lui parler à son aise. Mais sitôt qu'il se trouvait un moment avec elle, il était apaisé et content de lui, parce qu'elle lui enseignait la raison et le consolait dans toutes ses idées. Elle jouait avec lui un petit jeu qui était peut-être entaché d'un peu de coquetterie. Du moins il le pensait quelquefois. Mais comme son motif était l'honnêteté, et qu'elle ne voulait point de son amour, à moins qu'il n'eût bien tourné et retourné la chose dans son esprit, il n'avait point droit de s'en offenser. Elle ne pouvait pas le suspecter de la vouloir tromper sur la force de cet amour-là, car c'était une espèce d'amour comme on n'en voit pas souvent chez les gens de campagne, lesquels aiment plus patiemment que ceux des villes. Et justement, Landry était d'un caractère patient, plus que d'autres. Jamais on n'aurait pu présager qu'il se laisserait brûler si fort à la chandelle, et qui l'eût cru, car il le cachait bien, s'en fut grandement émerveillé. Mais la petite Fadette, voyant qu'il s'était donné à elle si entièrement et si subitement, avait peur que ce ne fût feu de paille, ou bien encore, qu'elle-même prenant feu du mauvais côté, la chose n'alla plus loin entre eux que l'honnêteté ne permet à deux enfants, qui ne sont point encore en âge d'être mariés, du moins au dire des parents et de la prudence. Car l'amour n'attend guère, et quand une fois il s'est mis dans le sang de deux jeunesses, c'est miracle s'il attend l'approbation d'autrui. Mais la petite Fadette, qui avait été dans son apparence plus longtemps enfant qu'une autre, possédait au-dedans une raison et une volonté bien au-dessus de son âge. Pour que cela fût, il fallait qu'elle eût un esprit d'une fière force, car son cœur était aussi ardent, et plus encore peut-être que le cœur et le sang de Landry. Elle l'aimait comme une folle, et pourtant elle se conduisit avec une grande sagesse, car si le jour, la nuit, à toute heure de son temps, elle pensait à lui et séchait d'impatience de le voir et d'envie de le caresser, aussitôt qu'elle le voyait, elle prenait un air tranquille, lui parlait raison, feignait même de ne point encore reconnaître le feu d'amour et ne lui permettait point de lui serrer la main plus haut que le poignet. Et Landry, qui dans les endroits retirés où ils se trouvaient souvent ensemble, et mêmement quand la nuit était bien noire, aurait pu s'oublier jusqu'à ne plus se soumettre à elle, tant il était ensorcelé, craignait pourtant si fort de lui déplaire, et se tenait pour si peu certain d'être aimé d'amour, qu'il vivait aussi innocemment avec elle que s'il eût été sa sœur, et lui, Jeannet, le petit Sauteriot. Pour le distraire de l'idée qu'elle ne voulait point encourager, elle l'instruisait dans les choses qu'elle savait,
et dans lesquels son esprit et son talent naturel avaient surpassé l'enseignement de sa grand-mère. Elle ne voulait faire mystère de rien à Landry, et comme il avait toujours un peu peur de la sorcellerie, elle mit tous ses soins à lui faire comprendre que le diable n'était pour rien dans les secrets de son savoir. « Va, Landry, lui dit-elle un jour, tu n'as que faire de l'intervention du mauvais esprit. Il n'y a qu'un esprit, et il est bon, car c'est celui de Dieu. Lucifer est de l'invention de monsieur le curé, et Georgeon de l'invention des vieilles commères de campagne. Quand j'étais toute petite, j'y croyais, et j'avais peur des maléfices de ma grand-mère, mais elle se moquait de moi. Car l'on a bien raison de dire que si quelqu'un doute de tout, c'est celui qui fait tout croire aux autres, et que personne ne croit moins à Satan que les sorciers qui feignent de l'invoquer à tout propos. Ils savent bien qu'ils ne l'ont jamais vu, et qu'ils n'ont jamais reçu de lui aucune assistance. Ceux qui ont été assez simples pour y croire et pour l'appeler n'ont jamais pu le faire venir. À preuve, le meunier de la passe aux chiens, qui, comme ma grand-mère me l'a raconté, s'en allait aux 4 chemins avec une grosse trique pour appeler le diable, et lui donner, disait-il, une bonne vannée. Et on l'entendait crier dans la nuit. « Viendras-tu, figure de loup ? Viendras-tu, chien enragé ? Viendras-tu, Georgeon du diable ?» Et jamais Georgeon ne vint, si bien que ce meunier en était devenu quasi fou de vanité, disant que le diable avait peur de lui. « Mais, disait Landry, ce que tu crois là, que le diable n'existe point, n'est pas déjà trop chrétien, ma petite Fanchon ? » « Je ne peux pas disputer là-dessus, répondit-elle. Mais s'il existe, je suis bien assurée qu'il n'a aucun pouvoir pour venir sur la terre, nous abuser, et nous demander notre âme pour la retirer du bon Dieu. Il n'aurait pas tant d'insolence. Et puisque la terre est au bon Dieu, il n'y a que le bon Dieu qui puisse gouverner les choses et les hommes qui s'y trouvent. Et Landry, revenu de sa folle peur, ne pouvait pas s'empêcher d'admirer combien, dans toutes ses idées et dans toutes ses prières, la petite Fadette était bonne chrétienne. Mêmement, elle avait une dévotion plus jolie que celle des autres. Elle aimait Dieu avec tout le feu de son cœur, car elle avait en toutes choses la tête vive et le cœur tendre. Et quand elle parlait de cet amour-là à Landry, il se sentait tout étonné d'avoir été enseigné à dire des prières et à suivre des pratiques qu'il n'avait jamais pensé à comprendre, et où il se portait respectueusement de sa personne par l'idée de son devoir, sans que son cœur se fût jamais échauffé d'amour pour son Créateur, comme celui de la petite Fadette. Bonjour et bienvenue dans ce 4e vlog lecture sur la petite Fadette de George Sand. J'aime beaucoup, c'est vraiment trop mignon je trouve. J'avais pas senti en fait que ça allait être quelque chose d'aussi romantique entre guillemets. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça répond à beaucoup de codes de la romance. Bon, la romance un peu... j'allais dire la romance historique, pas le sous-genre de la romance historique, mais de la romance à ses débuts. Je suis pas une grande connaisseuse hein, des romances, mais... Enfin, des romances surtout à leur début pour des livres qui sont vraiment estampillés romance. Donc là, je suis pas sûre que ce soit une romance pour George Sand, pour la petite Fadette. On est peut-être plus sur un roman, entre guillemets, terroir. Au moment où c'est sorti. Je vais regarder, tiens, par curiosité, comment est-ce qu'il le classe. Roman classique, littérature française. On parle de littérature jeunesse, mais je suis pas forcément... Ouais, ils disent à partir de 13 ans sur Babelio, mais roman champêtre, terroir. Ouais, bah c'est un peu ce que je disais en fait. Et je trouve que ça correspond quand même au code de la romance. Même si c'est une rencontre tardive entre Landry et Fadette, parce que je crois ils se sont rencontrés que dans... attendez. Le bouquin, on l'a séparé en 6, ils se sont rencontrés que dans la partie 2. Donc, au-delà du premier sixième, ça fait un petit peu tard pour une romance. La romance, c'est pas forcément de commencer dès le premier ou le deuxième chapitre, mais là, c'était peut-être un petit peu tard. Et
je trouve en fait qu'avec le regard d'aujourd'hui, de quelqu'un qui, je commence à en lire quand même de la romance, il y a quand même des codes. Et ça peut faire un peu ouais, une romance ado, quoi. Parce qu'ils sont... J'ai pas trop capté l'âge qu'ils ont, là. Ils ont 16, 17 ans, un truc comme ça. Fadette, elle a un an de moins. Après, Fadette, elle est petite et menue. Elle fait plus jeune. Mais moi, je trouve ça trop mimi, en fait. Ils sont choux. Et je trouve pas le côté moraliste si appuyé que ça. Parce que, par exemple, j'avais commencé à lire un petit peu Les Malheurs de Sophie, je crois, de la comtesse de Ségur. Si je me trompe pas de... Je rectifierai si je me suis trompée. Ça m'est tombé des mains parce que c'était vraiment trop moraliste et on s'est destiné à des enfants qui sont plus jeunes, évidemment. Mais la petite fadette, je trouve même que ça pourrait être très cool pour des lycéens, par exemple, parce que ça correspond à leur âge. Collégien, c'est un petit peu jeune encore. Bon, après, je suis peut-être un petit peu naïve sur l'âge des jeunes d'aujourd'hui et ce qu'ils font, sur un plan amoureux, on va dire. Je suis sans doute très naïve. Mais bref, bah j'aime beaucoup. En fait, je la trouve ultra raisonnable et ils sont tous les deux en train de d'évoluer positivement au contact l'un de l'autre. Euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a eu un focus au début sur Landry dans l'histoire, hein. Là, je reviens sur le premier sixième, on était vraiment sur Landry, les Besson, tout ça. Après, on a eu un focus un petit peu sur Fadette, la petite Fadette. Et au fur et à mesure, elle a pris de plus en plus de place. Et là, on est un focus à fond sur le couple. Le reste du monde n'existe quasiment plus, là. On a à peine Madelon. Sylvinet, il a juste été nommé. La famille, à peine aussi. On a un peu les cancans des habitants du patelin qui disent que Fadette, elle a un peu changé, patati patala. Donc là, c'est un peu les petits vieux qui parlent sur leur banc, quoi. Donc il y a un côté très réaliste, je trouve. Parce que dans les petits patelins de ce genre, tout le monde se connaît, hein, évidemment. Et je crois que je m'étais posé la question au tout début si Fadette savait lire ou pas. Parce que donc Sylvinet, la famille Barbeau, elle, elle les, euh, elle les dit riches, mais peut-être que par rapport à son échelle à elle, elle qui est si pauvre, oui, ils sont riches. Elle a tellement un statut de pauvreté que tout le monde est plus riche qu'elle et que sa famille. Je trouve ça mignon aussi. Je sais plus si c'était dans cette partie-là ou celle de la semaine dernière, où elle avait parlé un petit peu de sa mère en disant qu'elle l'aimait encore et compagnie. Et on sait pas du tout ce qu'elle devient. Enfin, c'est quand même une gamine qui est pas super heureuse dans la vie de tous les jours, qui essaye de faire le bien. Et je comprends en fait qu'elle ait envoyé bouler un petit peu tout le monde qui était désagréable avec elle. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu peux pas être qu'un punching ball, hein, quelque part. Je l'ai très mal prononcé, hein. Un punching ball. Tu ne peux pas être un punching ball au bout d'un moment, quoi. Au bout d'un moment, bah, faut que ça résiste un petit peu, sinon ça s'effondre. Et ouais, j'aime beaucoup en fait, mais les deux. J'ai mon petit côté maman poule qui sort là où j'ai envie de les protéger et j'ai envie qu'ils soient heureux tous les deux. La Madelon, je pense qu'elle était un peu vexée, elle fait un peu pain bêche, quoi, mais je trouve que c'est très très bien fait. Je sais pas si. Je crois que ça avait quand même une vocation. Je vais regarder sur Babelio ce qu'ils en disent. Je vais vous lire le résumé qui est sur Babelio, c'est court. Dans le pays, on l'appelait la petite Fadette car elle avait la taille d'un farfadet et les pouvoirs d'une fée. Comme sa grand-mère, elle guérissait les hommes et les animaux. Landry, l'un des jumeaux de la ferme voisine, tombe amoureux d'elle, mais l'amour d'une sorcière est mal vu dans cette famille. Je dis pas la suite, parce que ça spoil, donc n'allez pas lire sur Babelio.
Après La Mare au diable et François le Champy, c'est le troisième roman champêtre de George Sand. Elle y exprime tout ce que la vie lui a appris. L'apparence des êtres ne compte pas, il faut percer l'écorce. La richesse des filles ne fait pas leur bonheur, et l'amour est difficile à construire. Son désir inassouvi est là aussi, d'un amour qui durerait toujours. La petite fadette illustre le grand dessein de George Sand, enseigner le respect de Dieu, ça se faisait beaucoup à l'époque je pense, c'était culturel, donc le respect de Dieu, de la nature, de la sagesse, de l'amour. Ben, bingo, hein. C'est vraiment une histoire que je trouve toute douce, quoi, qui fait du bien. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, pour la petite histoire, je voulais filer la petite fadette à une copine qui lit en PDF. Donc, je l'ai trouvée sur la Bibliothèque nationale romande, donc Suisse romande. J'ai un petit peu craqué parce qu'ils ont beaucoup de livres, enfin beaucoup d'e-books libres de droit. Moi, je lis plutôt de l'EPUB parce que c'est plus facile. Je trouve que on n'a pas besoin de scroller. Avec le PDF, faut scroller, à moins que je me sois plantée dans mes réglages. Mais avec l'EPUB, en fait, on peut juste cliquer pour tourner la page. Et ce qui fait, enfin pour moi, c'est plus facile. Et donc, bah, je trouve que c'est vraiment un bonheur de. Enfin, donc oui, j'ai trouvé d'autres trucs de George Sand, notamment des contes, des nouvelles. J'ai trouvé du Selma Lagerlöf aussi. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez. C'est bah, Bibliothèque numérique romande. Vous trouverez. Et bref, c'est vraiment vraiment cool. J'aime beaucoup ce petit roman-là. Donc je pense que il reste un tiers du livre, parce qu'on était à 51% tout à l'heure. Et là, on est à 66%. Voilà, il reste un tiers du livre. Je pense qu'ils vont finir ensemble, mais comme il reste un tiers du bouquin, il va sûrement y avoir quelques petits soucis, enfin des choses qui vont se mettre entre eux. Peut-être qu'il peut y avoir une histoire un peu du jugement social de la fadette, parce que elle a bien dit, je sais plus comment exactement, que l'esprit critique en gros des gens ne mettait plus de temps à changer que l'esprit critique individuel. On va dire que les rumeurs et compagnie, les préjugés qui sont portés à la petite fadette vont mettre plus de temps à évoluer que une personne qui a fait évoluer ses pensées sur la petite fadette. Donc collectivement, le regard va changer plus lentement qu'individuellement. Ce qui paraît assez logique. Et j'ai bien envie de voir un peu ce que ça va donner par la suite. Donc est-ce que elle va avoir le poids du jugement social qui va lui... Enfin, elle va s'en ramasser une en fait par rapport à cette société qui la laisse quand même bien à la marge. On va voir. Est-ce qu'on voit bien lui rappeler que c'est une orpheline et que sa mère c'est une prostituée? Est-ce que c'est ça, hein? Une femme qui part avec des soldats, pour suivre les soldats, c'est ça. Je vais m'arrêter là parce que je sais plus trop quoi dire. Mercredi, si j'ai le temps. En fait, je commence un peu à saturer de la canicule. J'ai beaucoup de mal à bosser. Donc, je me traînouille un petit peu. Et j'ai retrouvé l'idée que j'avais eue, qui était d'adapter en fait pour mercredi, euh, élargir le truc lire comme un auteur. C'est-à-dire avoir un regard d'auteur sur les trucs qui peuvent nous inspirer et avoir un regard un peu critique, mais aussi un regard ouvert sur des livres, des films, des séries télé, des expositions, un événement, j'en sais rien. Donc vous voyez, il y a besoin de l'écrire. Et on va voir. Peut-être que je le fais pour ce mercredi-là, peut-être que j'aurai eu le temps de lire autre chose d'ici là. Je pense que oui, là on est assez cool, on est assez cool le soir et compagnie. Donc à voir.
Qu'est-ce que je voulais dire sinon? À samedi pour la 5e nouvelle de Sherlock Holmes, samedi prochain. Dimanche pour... on va aborder le dernier tiers de la petite fadette, mais il restera un vlog lecture derrière. Et je ferai une pause, je ferai une petite pause, je pense bien 3 semaines. Bon, en fait, cette pause-là n'en sera pas une parce que je vais sûrement continuer à enregistrer et programmer les trucs en avance. Donc pour fin août, par exemple. Mais en tout cas, je vous reparlerai des contes et des nouvelles, surtout des contes et des nouvelles que j'ai trouvées là sur la bibliothèque normande, bibliothèque numérique romande, parce que j'ai trouvé des trucs très cool. Et je vais lire les choses un petit peu en diagonale. Et je vous en reparlerai peut-être pour la rentrée. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce roman. Moi, franchement, je le trouve très feel good en fait. Il fait du bien à lire. C'est vraiment cool. Et on verra. Donc je vais me noter aussi François le Champy parce que j'avais repéré la Mare au Diable, mais pas François le Champy. Donc je vais jeter un œil parce que je crois que George Sand, elle a une bibliographie pardon, qui est quand même très étoffée. Elle a été productive, donc j'ai envie de voir un petit peu ce qu'elle a fait, est-ce que je peux choper un peu à droite à gauche. J'aime beaucoup la plume, je trouve ça cool. Je trouve qu'on sent la tendresse qu'elle a pour ses personnages, pour les thématiques qu'elle aborde et compagnie. En fait, c'est des livres qui me rendent sympathique l'autrice. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'elle était pas très gentille, hein, mais... enfin bref, moi, ça me la rend sympathique. Très bon dimanche à vous, à tout bientôt, lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!